Eh bien, bonsoir les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecadogps.fr. Ça fait 2 semaines que j'ai la Phoenix 8 Saphir en version 47 mm. Donc je commence à avoir un petit peu découvert toutes les nouveautés, notamment l'interface. J'ai déjà fait une vidéo sur les nouveautés de l'interface sur la Phoenix 8 par rapport au Phoenix 7 Pro et aux Epix Pro. Donc ce soir, on va pouvoir discuter un peu de l'ensemble de la gamme, voir ce que vous en pensez, les questions que vous posez encore. Moi, je suis encore en train de faire le test. Je devrais recevoir la semaine prochaine une Enduro 3. Donc j'aurai comme ça la version de l'interface sur un écran transfert réflectif et non pas l'écran AMOLED. Franchement, c'est même moi, hein. J'ai testé ma première Garmin, c'était une Phoenix 3 HR. Donc ensuite, je les ai toutes testées depuis. J'ai été un petit peu décontenancé devant la nouvelle interface de la Phoenix 8. Il y a des réglages que je connaissais qui ont bougé de place, il y a des nouveaux réglages, l'interface, des choses qui sont accessibles depuis des nouveaux endroits, il y a des réglages qui sont accessibles depuis 2 endroits différents. Donc je vous avoue que aujourd'hui, je me pose un peu la question de savoir si je vais refaire une vidéo comme j'avais fait sur les Phoenix 7 et les Phoenix 6, c'est-à-dire les vidéos, tous les réglages des profils sportifs. En fait, j'avais fait 2 vidéos à chaque fois. J'avais fait, parce que ça prend, en gros, c'était une demi-heure à chaque vidéo. Il y avait une vidéo sur tous les réglages des profils sportifs et une vidéo sur tous les réglages de la cartographie. Donc, comment on charge une nouvelle cartographie, comment on change les calques, quels outils de navigation on a. Donc là, je m'étais dit, bon, pas mal de changements, il faudra sûrement que je fasse ces vidéos, ça pourrait être intéressant. Je sens bien qu'il y aurait besoin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés, mais je me dis, oh là là, ça va être une grosse vidéo, là. Ça va être des grosses vidéos, il y a vraiment du boulot, il faut que je prépare ça proprement. Et puis du coup, voilà, j'ai un peu procrastiné, quoi. Bon, après, ce qui est super agréable, et c'est pour ça, donc quand j'avais discuté avec Iron pour ce que c'est Iron, hein, qui m'a fourni la Phoenix 8. Bon, habituellement sur les Phoenix, j'ai plutôt les versions X parce que ça ne me dérange pas d'avoir des grosses montres et puis en fait ça fait plus d'autonomie, un écran plus grand. Donc à partir du moment où on la paye pas, il n'y a pas de raison de ne pas prendre une X. À partir du moment où on la paye avec ses sous, une X elle est toujours plus chère que les autres versions. Mais là pour la première fois j'ai pris une 47 mm pour justement pouvoir vous montrer la différence de taille d'écran que ça représente. Donc là, la lunette est beaucoup plus fine. Après, on a toujours une petite bordure noire là qui n'est pas de l'écran. D'ailleurs, il y a un petit trait blanc, je crois. Voilà, il y a des marquages là, des petits traits tout autour. Et puis ensuite, l'écran, il est quand même plus grand. Le ratio est plus grand. Ce qui est en fait peut-être surprenant parce que si moi, sur mon fichier dans lequel je note les caractéristiques de toutes les montres que je teste, sur les 3 versions de Phoenix, celle qui a le plus mauvais ratio de taille d'écran par rapport à la taille du boîtier, c'est la version X. Ça se joue à quelques pourcentages près, hein, et là, maintenant que la version 43 mm a un écran plus grand, la version 47 mm a un écran plus grand, mais pas la version 51, c'est juste encore pire, quoi. Après, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Alors, je vais pouvoir regarder la semaine prochaine, là, quand j'aurai l'Enduro 3. C'est savoir si dans le choix des personnalisations des couleurs la question c'était est-ce que dans le choix des personnalisations des watch face, on a autant d'options sur l'Enduro 3. Donc là, j'ai fait une réponse un peu double. Je pense c'est la même interface, donc on a les mêmes options. En revanche, je pense qu'on doit avoir moins de choix de couleurs sur un écran transflectif que sur un écran AMOLED. Ici, là, je l'avais montré dans la vidéo, et je ne sais pas combien de temps j'ai mis à faire le tour des couleurs. En fait, on a même du mal à choisir, tellement il y a de versions de bleu, bleu vert, bleu gris, bleu foncé, bleu clair. Alors, Julien qui s'étonne que la Phoenix 8 ne compte pas les pas sur un tapis de marche. En fait, franchement, on s'en fout, quoi, non? Sur un tapis de marche, tu mesures ta distance, tu mesures ton cardio, tu mesures ton temps passé. En fait, le nombre de pas, on s'en fiche un peu, quoi. En fait, là, je pense que tu sens la différence, parce que tu as marqué que tu passais d'une Apple Watch. Ouais, Garmin, c'est les montres faites pour le sport, quoi. Donc en sport,
Moi, ça m'est jamais venu à l'idée, sur une sortie de course à pied, que ce soit en extérieur ou en intérieur, de me dire, tiens, combien j'ai fait pas aujourd'hui sur ma séance. Ta Phoenix, elle va quand même compter les pas sur ton total de la journée. Par contre, effectivement, quand tu regardes les stats de ton activité sportive, elle ne va pas te dire combien tu as fait de pas sur ton tapis de course. Ah, alors Niels qui demande en quoi la cartographie d'origine est améliorée sur la Phoenix 8. Ben là, va voir la vidéo, la deuxième vidéo que j'ai faite, celle dans laquelle je présente 20 réglages et trucs et astuces, ou je ne sais plus comment je l'ai appelé. Ils ont amélioré la visibilité des sentiers, par exemple. Avant, sur l'ancienne Topo Active, le fond était assez blanc, en tout cas il y avait beaucoup de couleurs pâles, et dessus, il y avait beaucoup de chemins qui étaient en traits noirs. Alors il y avait des traits noirs fins, il y avait des traits noirs très fins, et puis c'est tout. Là, maintenant, les sentiers, ils sont passés en traits rouges pointillés. Franchement, ça ressort beaucoup mieux. C'est la même carte, hein. Pour l'instant, je n'ai jamais trouvé de différence pour dire qu'elle est plus précise, qu'elle a plus de chemin ou quoi. C'est que du rendu visuel. Mais par contre, le rendu visuel, il est bien meilleur sur la Phoenix 8 que sur toutes les précédentes versions de Phoenix. Alors Jim qui nous dit qu'il trouve la précision meilleure que son Epix Pro. J'ai encore pas étudié mes traces là. Pour l'instant, je me concentre là sur les traces des compteurs parce que j'ai en test le Coros Dura et le Edge 1050. Donc là, pour l'instant, voilà, j'ai déjà pris quelques notes sur ce que j'aimais moins sur la Phoenix 8. J'ai fait 2 vidéos, mais j'ai encore pas du tout. En fait, ouais, j'étudie pas les traces au fur et à mesure, quoi. Je sais pas, chaque fois que je fais du sport, le soir, je télécharge toutes mes traces et je les compare. Déjà ça prend un peu de temps de tout télécharger puisque j'en ai entre 2 et 4 pour chaque séance. Et en général, voilà, je m'y mets un week-end là sur la fin de mon test en général. Quand je me dis, bon allez, là, il faut que je me mette dessus et que je me prépare à le publier. Et dans ce cas-là, je télécharge tout le retard que j'ai sur les traces. Et ensuite seulement, je fais les comparaisons. Mais comme ça, je fais tout d'un coup. Joseph qui dit que Garmin annonce une Phoenix 8 Pro dans les mois qui viennent. Pas du tout. Putain, il faut faire la différence entre des rumeurs et ce que Garmin annonce. Garmin, c'est sûr, ils ont déjà lancé leur Phoenix 8, donc c'est sûr, maintenant il y a une équipe qui travaille sur la prochaine Phoenix. Elle s'appellera Phoenix 9, elle s'appellera Phoenix 8 Pro, elle s'appellera Phoenix 8 Ultra, j'en sais rien. Donc là, ouais, effectivement, il y a des rumeurs qui sont sorties sur une Phoenix 8 Micro LED et une Phoenix 8 Pro. Mais bon, c'est des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a que le nom, quoi. Il n'y a que le nom. On ne sait déjà pas ce qu'il y aura de nouveau dessus et on ne sait absolument pas quand elle sortira. C'est pas parce que il y a une fuite aujourd'hui. Je crois que c'est dans une page de connexion de montre ou je sais pas quoi sur Garmin Connect. Bon voilà, c'est pas parce qu'il y a une entrée qui dit que bientôt on pourra connecter une Phoenix 8 Pro qu'elle va sortir bientôt. Hein. Ça se trouve, il va se passer 1 an et demi et la Phoenix 8 Pro, elle sortira, mais elle sortira dans 1 an et demi, c'est tout. Franchement, il y a des sites qui sont, je ne vais pas dire spécialisés, en fait, il y a des sites qui essayent de publier un maximum de choses. Phoenix 8, ça fait toujours plein de clics, donc tous les sites qui marchent avec des clics, ils vont relayer ces trucs-là, mais voilà, mais faut bien prendre ce que c'est pour ce que c'est. C'est des rumeurs. Alors rumeurs étayées par un mot qui est apparu quelque part et c'est tout. Ça ne dit absolument pas que ça va sortir dans les mois qui viennent et ça sortira pour sûr, je peux déjà vous dire, ça ne sortira pas pour Noël et on n'est même pas sûr que ça sortira pour l'été prochain. Hein. Ça se trouve, ça sera dans 1 an et demi. Bru aborde un sujet sensible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer sa Phoenix 6X ou continuer? Alors il met avec des mini mises à jour. Ma position sur les mises à jour, j'en ai déjà parlé. Hein, je dis, vous avez acheté une montre, vous saviez ce qu'elle faisait, donc arrêtez de réclamer et de dire il n'y a plus de mise à jour. Si je te dis demain la Phoenix 6 va avoir une mise à jour, tu vas dire ouais, sur le Golf. Voilà, tu vas dire oh mince. En fait voilà, vous savez jamais le contenu des mises à jour qui vont venir et donc arrêtez de réfléchir en pensant mise à jour. Il va peut-être y avoir plein de mises à jour sur la Phoenix 8 et il n'y en aura peut-être aucune qui vous intéressera. Donc ne basez pas votre réflexion sur les mises à jour à venir. Après, ce que j'ai répondu depuis presque 15 jours à tous les gens qui me disent alors Phoenix 6, on va en reparler, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais il y a plein de gens, il y a des gens qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de changer mon Epix Pro pour la remplacer par une Phoenix 8? Bon moi ça je lui réponds ok,
Qu'est-ce qui manque à ta Phoenix à ton Epix Pro? Qu'est-ce qui manque à ton Epix Pro? Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Qu'est-ce que tu voudrais de plus qui va te coûter 1 200 euros? Bon, et là, si on me dit, parce que j'ai tel métier, donc ça pourrait être pas mal d'avoir le micro, pouvoir prendre un appel en gare parce que je peux pas sortir le téléphone de mes poches parce que j'ai les mains sales ou je sais pas quoi, dans ce cas-là, ouais, ça vaut le coup. Là, vous voyez, pour la première fois cette semaine, j'ai utilisé le micro pour de vrai. Jusqu'à maintenant, j'ai fait plein de tests, je me suis amusé, mais voilà, je me suis amusé comme je jouerais avec un gadget, et puis après, on le pose et on s'en sert plus. Là, pour la première fois, je m'en suis sorti. En fait, je m'en suis servi. En fait, je rentrais du boulot, je rentrais tard du boulot. Ma femme s'inquiète. Alors, c'est pas qu'elle s'inquiète pour moi, elle s'inquiète pour savoir si elle doit commencer à faire manger les enfants ou si elle m'attend. Je suppose que vous connaissez peut-être cette situation. Et donc, en fait, j'étais déjà à vélo, j'étais déjà parti du boulot. Mon téléphone sonne, ma montre vibre, je regarde l'écran. Là, je vois que c'est ma femme qui m'appelle. Je me dis, ok, elle veut savoir si je serais rentré pour manger. Et bien là, voilà, j'étais à vélo, sans m'arrêter, j'ai appuyé sur le bouton. Je lui ai dit, allô, oui, j'arrive bientôt. Dans combien de temps? Dans 5 minutes. Elle a raccroché. Et ensuite, le soir, à la maison, on s'est mis à table. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, t'as vu que je t'ai répondu depuis la montre? Elle n'avait pas vu la différence. Alors que franchement, j'étais pas sûr qu'elle n'entende pas la différence, justement parce que j'étais à vélo. Et donc, si j'avais été au bureau, j'ai déjà testé des montres avec des micros, hein, des Amazfit et des Samsung, l'Apple Watch Ultra. Donc, j'ai déjà testé et les gens, franchement, ils voient jamais la différence entre un appel pris sur la montre et un appel passé au téléphone. Là où j'étais pas sûr que ça se passe de la même manière, c'est que j'étais à vélo. Donc là, je m'étais dit, il y a le risque qu'avec le vent, ça fasse et donc on entende que c'était pas très agréable au son. Là, pas du tout. Elle m'en a pas du tout parlé, rien. Et quand je lui ai posé la question, pas du tout vu la différence. La lampe, c'est pareil. Quand on n'en a pas, on n'en a pas besoin. Puis c'est un gadget. Et franchement, c'est pas la peine de changer de montre juste pour ça. Par contre, une fois qu'on l'a, c'est là qu'on commence à s'en servir et se dire, ah bah ouais, c'est cool parce que comme je l'ai, là franchement, je rentre à vélo. En fait, j'aurais très bien pu dire, bon, j'arrive à la maison dans 5 minutes, elle va attendre 5 minutes. J'aurais tout aussi bien pu m'arrêter, sortir le téléphone de mon sac, dire oui c'est bon et répondre avec le téléphone. C'était pas, il n'y avait pas une question de vie ou de mort et le micro il m'a pas sauvé la vie quoi. Moi ma position c'est de dire c'est pas la peine de changer de montre juste pour ça. Par contre une fois qu'on l'a c'est bien de savoir s'en servir et ce serait con en fait d'avoir une montre qui fait plein de trucs mais juste parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder quelques vidéos tuto, de lire le mode d'emploi si on veut vraiment tout exploiter. Là, dans ce cas-là, c'est con de ne pas s'en servir. Donc moi, la lampe, je m'en suis servi genre j'avais l'Epix cet été, je m'en suis servi pour la première fois dans un dortoir, dans un refuge. Ah ouais, c'est tout bête, hein, mais pour aller aux toilettes la nuit, on allume la lumière rouge, on réveille personne, on voit le chemin, on se cogne contre rien du tout. C'était super. Si j'avais pas eu de lampe sur ma montre, j'aurais fait autrement et puis je me serais débrouillé comme avant. Là, le fait d'avoir une montre, je me dis, hop, ok, je vais me servir de la lampe de mon Epix. Première fois, je m'en servais. Et là, cette semaine, première fois, je me servais du micro de la Phoenix 8. Pour finir ma réponse à Brubru, est-ce qu'il faut qu'il change sa Phoenix 6X pour une Phoenix 8? Ta Phoenix 6X, elle fait plein de choses et si tu n'es pas sûr de vouloir changer, c'est que je pense qu'elle fait tout ce dont tu as besoin. Il y a quand même un point où ça vaut le coup de changer une vieille montre par une nouvelle. Franchement, c'est la précision apporté par le mode multi-GNSS double fréquence. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine en me disant quelle montre tu prendrais entre celle-ci et celle-là. Je ne sais plus quels étaient les deux modèles, mais en gros, il y en avait une qui était, on va dire, du haut de gamme, mais ancienne génération, donc elle n'avait pas de double fréquence. Et il y en a une qui était du moyenne gamme, mais plus récente, donc elle avait du double fréquence. Et donc je lui ai dit, prends la récente parce qu'elle a un mode multi-GNSS double fréquence, elle sera plus précise et donc franchement c'est mieux d'avoir ça. Jim qui pose la question, savoir si l'électrocardiogramme est activé en France ou plutôt si on a des nouvelles pour savoir s'il va être activé. Non, pas de nouvelles. Là, c'est pas dans les mains de Garmin, c'est les autorités de santé qui doivent confirmer que c'est un électrocardiogramme qui est bien fiable. Et donc, bon, ces autorités de santé, en fait, elles ne communiquent pas. Hein, donc,
C'est pour ça que moi, depuis le début du test de l'Epix Pro, j'ai toujours dit ne comptez pas dessus. Vous n'avez aucune idée de quand ça va sortir. Et si ça se trouve, ça sortira dans 3 ans. Donc dans 3 ans, vous aurez déjà envie de racheter une autre montre qui sera plus nouvelle et qui sera sortie plus récemment. Donc c'est pas la peine d'acheter maintenant une Garmin avec le capteur électrocardiogramme tant qu'on ne sait pas à quel moment ça va être activé. Nils qui me demande si je vois une différence entre la taille d'écran pour le confort des yeux. Je sais pas, mes yeux, ils ont toujours bien réussi à lire ma montre. Non, parce qu'il cela dit, il y a deux situations à distinguer. Il y a des gens qui me disent ah je vais prendre le modèle plus grand pour avoir parce que j'ai la vue qui baisse. Les plantages ou des gros bugs. C'est vrai que j'en ai vu beaucoup. Alors pardon, non, j'en ai vu beaucoup sur Instagram. J'ai vu quelques Américains qui faisaient des vidéos sur le sujet. Et effectivement, alors par exemple, j'ai vu un Américain, il faisait une vidéo, il avait son écran, le défilement qui s'arrêtait et toutes les images qui se superposaient, ça devenait illisible, donc vraiment des gros bugs. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème d'affichage. J'ai jamais eu de plantage pendant une activité. J'ai toujours pu aller au bout, appuyer sur stop, enregistrer. Donc non, moi ça fonctionne. Mais je sais pas, en fait, moi ça fait très longtemps que je fais des tests. Là, je crois que j'en suis au 100. Attendez, je vais vous dire ça. La Phoenix 8, c'est mon 180e test pour le blog. Et en fait, je suis pas souvent confronté à des montres vraiment buggées. Ça, je sais pas, je dois plutôt avoir de la chance. Là j'ai un problème avec le capteur d'altitude du Coros Dura. Parce que en fait, quand j'ai une montre Coros et le compteur Coros Dura, bah, les deux ne me donnent pas le même dénivelé. Donc, en fait, sur une montre récente, là où je vois, même si moi je n'y suis pas confronté, là où je vois qu'il y a beaucoup de bugs, c'est qu'en fait, j'ai déjà eu 4 mises à jour depuis que j'ai la montre. Donc en 15 jours, j'ai déjà eu 4 mises à jour. Et quand c'est comme ça, aussi rapproché après un lancement, j'ai même pas été voir le contenu des mises à jour, mais je sais que ça va être correction de bugs, correction de bugs, correction de bugs, correction de bugs, etc. Ah, Samy, alors durée de vie, c'est en nombre de charges. Alors là, je suis mal placé pour répondre parce que je change tellement souvent de montre qu'en fait, je constate jamais de baisse d'autonomie du fait de la charge de la batterie, hein. Donc moi, là-dessus, tout ce qui est vieillissement des bracelets, tout ce qui est vieillissement des batteries, ça vaut mieux aller sur les groupes Facebook, hein. J'ai ouvert un groupe Facebook pour chaque marque. Ils s'appellent tous Je ne suis pas un héros, mais j'ai une. Et vous mettez Garmin, Polar, Suunto, Coros, il y a Stride, il y a Samsung, il y a Apple. Voilà, donc allez plutôt poser la question sur ces forums. Gros changement dans l'interface, dans l'accessibilité des menus. Alors, là pour l'instant, je suis encore dans la phase où il faut que je m'y habitue. C'est-à-dire que j'ai fini la phase de découverte. Maintenant, il faut que je m'habitue à ces nouveaux menus pour pouvoir dire, il faut que je me pose un jour, avant, quand je commencerai à rédiger le test pour le blog, où là, ouais, il faudra que je me pose et me dire, bon, est-ce que c'est mieux maintenant ou est-ce que c'est mieux avant? Il faut que je me mette dans une optique de, bon, quelqu'un qui achèterait la montre maintenant, est-ce qu'il trouve ça pratique ou pas pratique? Mais franchement, ça va vous changer, hein, pour tous ceux qui ont des Phoenix plus vieilles. Et puis comme de toute façon, après, ils vont continuer avec cette interface pour les prochaines Phoenix aussi, hein. Là, tous les gens, donc il y a des milliers de personnes, hein, qui ont des Phoenix. Quand ils passeront à la Phoenix 8, à la Phoenix 8 Plus, à la Phoenix 8 Pro, à la Phoenix 9, à la 10, à la machin, les gars, préparez-vous, ça va vraiment vous changer, hein. Donc allez voir pour ça la vidéo que j'ai faite dimanche dernier. Il y a vraiment beaucoup de changements, hein. Les choses qui sont plus aux mêmes endroits, on n'y accède plus de la même manière. Déjà que les Garmin étaient connus pour avoir d'énormes menus et d'énormes possibilités de configuration. Après, vous voyez, ils font rien pour améliorer les choses, pour simplifier les choses. Exemple, dans le menu système, il y a toujours le choix entre enregistrement à la seconde ou enregistrement intelligent. Franchement, à quoi ça sert maintenant? Ce réglage, si vous ne le connaissez pas, il existait sur les vieilles montres. Il existait même sur toutes les marques, hein. Alors, chez les autres marques, ce n'était pas de l'enregistrement intelligent, mais c'était un enregistrement toutes les 10 secondes, par exemple. Et en fait, ce réglage, il existait parce qu'à l'époque, les mémoires des montres n'étaient pas assez grosses pour enregistrer un ultra trail, par exemple.
Si quelqu'un qui courait l'UTMB avec un point toutes les secondes, ça faisait un fichier de je ne sais pas combien de mégas et c'était trop pour la mémoire de la montre. Donc les marques, Suunto le faisait aussi, Polar le faisait aussi, Garmin le faisait, ils ont fait ce réglage-là pour dire bon bah ok, au lieu d'enregistrer toutes les secondes, on va enregistrer toutes les 10 secondes et comme ça bah, un fichier de 32 mégas, il passe à 3,2 mégas et donc il s'enregistre dans la montre. Bon, aujourd'hui, les montres, là, elles ont 16 ou 32 gigaoctets de mémoire. C'est énorme. Une activité de sport, même une activité de plusieurs heures, ce n'est pas des énormes fichiers en termes de poids. Et donc maintenant, ce réglage, il ne sert à rien. En fait, mais Garmin ne l'a jamais enlevé. Alors, Mathieu qui demande si l'Enduro 3 va pas tuer la Fenix 8 Solar. Alors, l'Enduro 3, elle part avec un gros handicap, c'est en fait de ne pas être connue. Il y a plein de gens, ils vont acheter une Fenix 8 juste parce que ils ont eu une Fenix 6, ils ont eu une Fenix 7, ils vont prendre une Fenix 8. Cela dit, effectivement, dans la gamme, il y a quand même deux modèles qui sont, qui ont genre deux modèles qui ont un pied beau quoi. Ou plutôt, il y a un modèle qui est super intéressant et un modèle qui est pas du tout intéressant. Le modèle super intéressant, c'est l'Enduro 3 parce qu'en fait, il a toutes les capacités sportives qu'on a demandé avant. Et juste le prix est moins cher. En fait, c'est la première fois, hein, c'est la première fois que l'Enduro est moins cher qu'une Fenix. Alors, Fenix équivalente, la Fenix 8 AMOLED, elle est beaucoup plus chère. Mais comme tu le dis, par rapport à la Fenix 8 Solar, 300 € pour avoir un micro et un haut-parleur, c'est super cher, c'est même impossible. Et ensuite, la Fenix E. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de la Fenix E, tout simplement parce que en fait, je vois aucun intérêt d'acheter cette Fenix E. Donc je me suis dit, bon, est-ce que j'en parle ou est-ce que du coup, j'en parle pas parce que ça sert à rien. Je pense que je vais quand même commencer à en parler parce que bah, les gens, quand on va sur le site Garmin, on voit la Fenix E. Donc j'ai commencé à avoir pas mal de questions dessus. Mais en fait, la Fenix E, c'est juste une Epix. Enfin, une Epix 2. Donc en fait, il n'y a toujours qu'une taille de boîtier, il y a le même écran AMOLED, il y a les mêmes fonctionnalités, il n'y a toujours pas le micro, il n'y a pas le capteur avec l'électrocardiogramme. Et donc quand on fait toute cette liste, on dit bon bah, ok, bah, c'est une Epix 2, ouais, c'est une Epix 2, sauf que le prix a monté de 200 €. Donc en fait là bientôt sur les sites de vente, sur les revendeurs, les Epix 2 elles vont arriver en rupture de stock parce qu'il n'y en aura plus. Et maintenant il y aura la Fenix E. Mais entre les deux, il y a 200 € de différence, alors que c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc là, effectivement, entre une Enduro 3 ou une Fenix 8 Solar, franchement, si vous hésitez à acheter une Fenix E parce qu'elle est moins chère que la Fenix 8, ben achetez une Epix 2. Alors le E, il est pour essentiel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de dire, bon, tu veux pas de trucs connectés, appeler ton assistant vocal par la parole, prends une Fenix E, en plus tu la payeras moins cher. Ouais, tu la payeras quand même 200 € plus cher que la même chose vendue il y a 2 ans, quoi. Après, l'Epix 2, moi c'est une montre que j'ai bien aimée, que j'ai recommandée même pendant un moment. En fait, c'est la première montre où j'ai commencé à dire, bah, quand on a goûté à l'AMOLED, c'est dur de revenir au transflectif. J'ai testé la Tactix 7 après. Je crois que c'est arrivé dans cet ordre-là. J'ai toujours eu les Fenix avec des écrans transflectifs. Je ne suis pas passé d'une Apple Watch à une Fenix. Donc les écrans transflectifs, ça m'a jamais dérangé. J'ai jamais trouvé ça moche. J'ai jamais trouvé ça horrible. Voilà, ça me convenait, ça faisait le job. Tant qu'on connaît que ça fait le job. Quand on passe à l'AMOLED, on dit waouh, l'AMOLED c'est beau. Ok. Mais quand ensuite on revient au transflectif, là on dit ah ouais, c'est fade. En fait, on a l'impression qu'il y a un voile blanc sur l'écran. On se dit ah ouais, bof. Et après, je pense, mais ils l'ont pas vraiment dit. Je pense que, en fait, je pense qu'ils copient vraiment Apple. Ils ont vraiment la stratégie de renouveler les produits. Alors, ils n'arrivent pas tout à fait à renouveler tous les ans. Ils sont plus à 1 an et demi. Et en fait, la Fenix E, c'est ni plus ni moins qu'une Apple Watch SE. Donc, je pense que on verra une Fenix 8 Pro et la Fenix E, elle va rester. Je pense que la Fenix E, c'est une montre qu'ils vont garder moins cher que la Fenix qui sort et qui va durer sur plusieurs générations de Fenix. Peut-être 2, peut-être 3. Là, donc peut-être qu'on a une Fenix E, une Fenix 8. Après, on aura une Fenix 8 Pro, une Fenix E. Puis peut-être même encore une Fenix 9, une Fenix E. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire, voilà, attends, moi, 1500 € pour la Fenix 9, laisse tomber. Ouais, par contre, la Phoenix E, ouais, elle est à 800.
Ok, elle fait ça, bon bah hop, ils vont prendre ça. Donc je pense qu'elle va perdurer plus longtemps. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège de Drude tout à l'heure, de dire ah ouais, mais elle va durer plus longtemps, mais elle n'a pas de mise à jour. En fait, là, c'est un peu comme ce qu'a fait Coros avec la Vertix 2S après la Vertix 2. C'est qu'en fait, Coros comme Garmin ont bien compris que dès que les montres elles ont âgé de 2 ans, les gens hésitent à les acheter parce qu'ils vont se demander s'il va y avoir une mise à jour. Alors qu'en fait, moi je dirais, mais vous êtes bêtes, profitez-en là. Elle fait les mêmes choses qu'il y a 2 ans, elle n'a pas perdu une seule fonctionnalité, par contre elle est moins chère. Donc allez-y, achetez-la, profitez-en, elle est moins chère. Profitez de la promo quoi. Mais les gens se disent, oui, mais alors il y aura peut-être plus de mise à jour. Je dis, ouais, ok, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je dis, ok, et puis ça te fera une belle jambe quand la mise à jour, ça sera une mise à jour sur le Golf pour voir si tu as un bel arrondi de mouvement comme ça. Qu'est-ce que tu auras gagné quoi. Tu auras acheté une montre plus récente juste pour voir la mise à jour de Golf. Donc les gens, voilà, les marques, là, en tout cas Coros et Garmin, je pense qu'ils ont compris ça. Et du coup, maintenant, ils se disent, bon ben, ouais, ma vieille montre ma montre pas si vieille que ça, d'il y a 2 ans, les gens considèrent déjà qu'elle est vieille. Et ben en fait, je vais juste la repeindre, je lui change le nom, et puis comme ça, hop, je dirais, hop, nouvelle montre, sortie en 2024, les gars, et pas vieille, hein. Donc Vertix 2S, ils ont quand même changé l'antenne, et ça, je l'ai vu, et ça se voit bien sur mon analyse de l'UTMB. Si vous n'avez pas encore regardé mon article sur l'analyse des traces de l'UTMB, allez-y. Et ben, vous verrez, à un moment j'ai comparé, j'ai les traces de 2 Vertix 2 et 2 Vertix 2S. Et ben, il y a vraiment plein d'endroits où on voit que effectivement la Vertix 2S elle est plus précise que la Vertix 2. Et pour la Phoenix E, bon, Garmin n'a pas communiqué sur quelques changements que ce soit. Donc je pense que c'est exactement la même chose. Et donc, par contre, ils vont dire, ben, ouais, tu peux acheter la Phoenix E, hein, elle est sortie en 2024, elle va recevoir les mises à jour, machin. Bon, alors qu'en fait, bon, vous auriez pu acheter une Epix 2, je sais pas, les Epix 2 maintenant, elles doivent se trouver à 500 euros, tranquille, peut-être même à 469, quelque chose comme ça, hein. Alors Mathieu qui préfère le design des lunettes des Phoenix 8 et Enduro, c'est moins ma stock. Bah, c'est marrant parce que ces dernières années, Garmin, c'était un peu la seule marque qui faisait des lunettes Mastoc. Et les gens disaient, ouais, j'aime bien le design des Phoenix. Les Suunto 9, elles ont quasiment pas de lunettes. C'est plus un cerclage autour de l'écran. Donc Suunto 9, Vertical, Race, quasiment pas de lunettes. Vantage V3, Gritix 2 Pro, quasiment pas de lunettes. L'Apple Watch Ultra, quasiment pas de lunettes. En fait, il y avait vraiment plus que Garmin hein, qui faisait. Garmin et Coros. Voilà. Garmin et Coros, ce sont ceux qui ont gardé le design, j'allais dire traditionnel. C'est pas si traditionnel que ça. Ça remonte pas à il y a 50 ans, hein, mais le design de ces dernières années, là, avec une lunette qui encercle l'écran rond. Alors, Julien qui demande si ça vaut pas le coup d'attendre une Forerunner 975. Et ben là, franchement, je me demande si c'est la bonne stratégie. Franchement, je suis pas sûr. Parce que aujourd'hui, donc je vous ai dit, ça vaut pas forcément le coup d'acheter une Phoenix 8 par rapport à une Epix 7 Pro, parce que finalement, il n'y a aucune nouvelle fonctionnalité sportive, il n'y a que le micro en plus. Bon, sur une Forerunner 975, c'est même pas sûr qu'il y ait un micro en fait. Moi, j'en suis pas persuadé. Là, pour l'instant, sur les Forerunner, enfin, on va dire dernièrement, sur les Forerunner, ils n'avaient pas intégré la lampe LED. Et donc là, je suis pas du tout persuadé. Les Forerunner, elles sont plus fines. Donc je ne suis pas du tout persuadé qu'ils intègrent le micro haut-parleur sur la Forerunner 975. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui restera de nouveau à la Forerunner 975? Alors sauf s'ils sortent effectivement quelque chose de nouveau d'ici là. Mais sinon, prends une 965. Hein. Ah bah voilà, par contre pour Michael qui fait de la plongée, ouais c'est sûr, c'est là pour le coup, quand on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le plan sportif, bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Effectivement, il y a la plongée. Donc ça concerne une petite niche de sportifs, de gens qui font du sport et donc parmi leur panel multisport, ils font de la plongée. Et dans ce cas-là, ça peut être une raison de plus d'acheter la Phoenix 8. Lionel qui demande si on peut avoir confiance pour une Phoenix pour faire de la plongée. Oui, tout à fait. Alors, par contre, ça reste de la plongée de loisir. Donc, la Phoenix, c'est 40 mètres. En fait, il y a la niche des gens qui font de la plongée.
Après, il y a la niche des gens qui sont suffisamment qualifiés pour aller plus profond que 40 mètres. Et là, je pense que ça commence à faire tout petit, tout petit. À mon avis, déjà avec la plongée jusqu'à... J'en ai jamais fait, hein, mais je pense que déjà avec la plongée jusqu'à 40 mètres, ça fait déjà pas mal de gens, à mon avis. Et on n'exclut plus beaucoup de gens. Julien qui demande si elle est compatible avec YouTube Music. Oui, c'est une mise à jour qui a eu lieu cette année, je ne sais plus quand exactement. Et donc Garmin faisait déjà Deezer, Spotify, Amazon Music. Et là, ils ont ajouté YouTube Music cet été-là. Bon voilà, Michael, il s'y connaît bien mieux que moi en plongée. Et donc, si vous allez sur Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin, je sais qu'il y traîne. Et donc, si vous avez des questions de plongée et de Phoenix 8, il pourra vous répondre. C'est ça, hein, aussi un intérêt de ces groupes sur Facebook, là. C'est maintenant dans le groupe Garmin, je sais pas, on doit être 22 000, un truc comme ça, là. Donc, en fait, sur 20 000 personnes, vous pouvez parler d'un bug, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà eu. Vous pouvez parler d'un problème de batterie, il y a forcément déjà quelqu'un qui l'a eu. Vous pouvez parler d'un réglage, il y a quelqu'un qui sait faire. Vous pouvez parler d'un sport, il y a quelqu'un qui pratique aussi. Julien se demande s'il n'y a pas un risque que Garmin s'éloigne des sportifs avec les prix, en privilégiant les gadgets connectés, etc. Eh ben, je vais te répondre la même chose que tous les gens qui étaient surpris de voir très peu de Garmin parmi les premiers élites de l'UTMB. Donc, si vous avez lu mon article de l'UTMB, vous voyez de quoi je parle. Sinon, ben, allez le lire sur le blog, c'est super intéressant. J'ai analysé les traces, alors déjà les montres portées par les 30 premiers hommes et les 20 premières femmes. Et ensuite, j'ai analysé les traces GPS de ces montres quand j'ai pu les récupérer sur Strava. Et donc, sur ces 50 personnes, je crois qu'il y en a 5 hommes et une femme qui portent une Garmin. C'est tout. C'est très très peu. Et donc, les gens sont surpris, se disent oh, quand même, c'est bizarre, Garmin pourrait faire un effort de sponsoring. Mais en fait, non, pas du tout. Garmin, sur le trail, ils ont déjà 75, pas loin de 80% de part de marché. Donc, le mec qui a dans ses mains le budget marketing, le budget com, il se dit, je vais dépenser 1 million d'euros, enfin plutôt, est-ce que je dépense 1 million d'euros, de dollars, allez, on va dire, parlons de dollars, est-ce que je dépense 1 million de dollars pour faire de la pub vers les trailers, pour passer de 80% à 82% de part de marché, ou est-ce que je mets 1 million de dollars pour faire de la pub à tous ceux qui ont une Apple Watch et qui sont un petit peu déçus par la faible autonomie de leur Apple Watch. En termes de nombre de ventes, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire beaucoup plus de ventes en gagnant 2% du marché du trail avec 1 million de dollars de pub, ou est-ce qu'ils vont faire beaucoup plus de ventes en gagnant 2% du marché des Apple Watch en payant 1 million de dollars de pub? Ben là, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Ils ont, à budget pub égal, ils ont beaucoup plus à gagner du côté des montres connectées que du côté des sportifs. Les sportifs, tous ceux qui ont déjà une Garmin, ils sont quand même pas mal captifs. Ok, il y en a quelques-uns qui vont regarder un peu Coros. C'est nouveau, c'est moins cher, je vais peut-être passer chez Coros. Il y en a quelques-uns qui vont revenir vers Suunto parce que maintenant il y a la verticale et la race qui ont beaucoup d'endurance. Et donc, ils ont fait un petit passage par Garmin. Ils avaient une Ambit 3, ils étaient très contents. Ils ont fait un petit passage par Garmin. Et puis là, pour la première fois, ils sont en train de se dire « Ah ouais, ça y est, Suunto, de nouveau, ils répondent à tous mes besoins. Je vais repartir chez Suunto. » Mais en fait, il n'y a pas beaucoup à gagner. Et donc, ça leur coûterait beaucoup pour gagner pas beaucoup de ventes, pas beaucoup de nouveaux clients. Alors que du côté des montres connectées, il y a plein de gens qui achètent une Apple Watch juste pour dire qu'ils achètent une Apple Watch. Ils ne s'en servent pas, quoi. Ils ne savent pas s'en servir. Moi, je le vois des fois, je vois le bouton là, il est cerclé de rouge, donc ça veut dire qu'ils ont une Apple Watch 4G. Et j'ai jamais vu personne avec un abonnement pour utiliser leur Apple Watch 4G. Hein. Donc en fait, il y a plein de gens qui achètent ça parce qu'ils veulent acheter une montre connectée. Ensuite, donc, il y a plein de gens qui ont acheté une Apple Watch Ultra parce qu'elle avait plus d'autonomie, mais ça reste décevant. Et donc, ouais, Garmin, ils font de la pub maintenant du côté des montres connectées en disant, par rapport à ton Apple Watch, là, qu'est-ce qui te manquerait si tu achetais ma Phoenix 8? Et quand on voit le nombre de ventes d'une Apple Watch, même si Garmin arrive à grappiller 3% du marché des montres connectées, ça fera toujours beaucoup plus de ventes que s'ils arrivent à passer de 80
à 82% du marché du trail. Donc voilà, c'est pure stratégie. Garmin, ils ont leur budget com et ils se disent, bon ben si j'investis là, je vais faire combien de ventes en plus? Si j'investis là, je vais faire combien de ventes en plus? Bon ben voilà, ben, on ne fait pas de pub à l'UTMB, c'est tout. De toute façon, on va sortir notre Phoenix 8, les gens ils vont parler de nous. Ceux qui ont déjà une Garmin, ils vont rester chez Garmin. Puis c'est tout. Puis même si on passe de 80 à 79%, parce qu'on a 1% des gens qui sont partis chez Coros, bon, ça ne va pas les faire trembler, quoi. Ah, Vincent qui demande s'il pourrait y avoir dans le futur une nouvelle marque de montre. Franchement, je pense que c'est impossible maintenant. En fait, maintenant, une nouvelle marque, elle partirait de tellement loin qu'elle n'arriverait jamais à rattraper son retard, quoi. Dans les histoires des marques, il y en a deux qui sont intéressantes. Il y a TomTom. TomTom, ça remonte à il y a pas mal d'années, hein. Ils ont lancé 3 ou 4 générations de montres. Je pense que c'est 3. Et après, ils ont fait une branche vers l'outdoor avec l'Adventurer, je crois. Et en fait, à un moment, TomTom, c'était le leader mondial des montres GPS en nombre de ventes. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas chères. Elles n'étaient pas chères, donc elles se vendaient bien. Et ils étaient leader mondial en nombre de ventes. Sauf qu'en fait, ils les vendaient pas cher, mais du coup, ils devaient faire pas beaucoup de marge, pas beaucoup de bénéfices. Et en fait, maintenant, les algorithmes sont devenus tellement complexes que ça demande beaucoup de R&D pour les développer. Et donc, TomTom, ils ont quitté le marché. Ils ont dit non, nous, on gagne beaucoup plus on a beaucoup plus de rentabilité sur les GPS de voiture, les cartes pour les GPS de voiture, les montres, on ne fait que dalle, on abandonne. Et donc, ils ont quitté le marché. Ensuite, la deuxième histoire intéressante, c'est Coros. Mais Coros, ils sont rentrés à un moment, il y a quelques années, où c'était encore assez facile de rentrer sur le marché parce que c'était assez facile de copier l'existant. L'algorithme de calcul du VO2 max, c'est facile. Les papiers de recherche avec les formules, ils existent, ils sont disponibles en ligne gratuitement. On cherche méthode de calcul du VO2 max en course à pied. On tombe sur la formule, un informaticien, il code ça, et en une journée, tu as ton algorithme de VO2 max. Donc ils sont arrivés à ce moment-là où il suffisait de régler les vibrations, les alertes, avoir les alertes par vibration, un algo de calcul de VO2 max, comptage du nombre de pas, calcul du nombre de calories, ça aussi, ça se trouve dans la littérature scientifique, c'est facile. Donc c'est hyper facile d'avancer. Là maintenant, Coros, ou plutôt maintenant une marque qui rentrerait maintenant, il faut, pour lancer sa marque et avoir sa gamme de montres GPS, il faut lecteur de musique, il faut cartographie, il faut recevoir les SMS mais pouvoir répondre aussi, il faut tellement de choses, il faut des algorithmes de charge d'entraînement, il faut la variabilité de fréquence cardiaque. Donc en fait, si on a un capteur cardio qui n'est pas super fiable, ça peut suffire pour mesurer la fréquence cardiaque, mais la variabilité de fréquence cardiaque, ça demande beaucoup plus de précision. Donc en fait, une marque qui voudrait rentrer maintenant, le panel de choses à développer est tellement grand, c'est plus possible. Je pense que non, c'est pas possible. Et ensuite, comme il pénètre le marché, il faudrait qu'il reste à un prix inférieur à ce que proposent Polar, Suunto, Coros. Donc non, c'est pas luttable, c'est pas possible. Alors Julien qui parle de la barrière des prix comme un argument pour faire fuir les gens de Garmin. Garmin, ils ont une stratégie qui est super bien. En fait, Garmin, ils sortent une montre aujourd'hui, donc là à l'UTMB. Très chère, elle se vend, ils se font des couilles en or parce qu'ils se font une grosse marge. Ensuite arrive le Black Friday. Et le Black Friday, ils vont te vendre la Garmin il y a 1 ou 2 générations à moitié prix. Puisque la Garmin de 2024 est à 1200 €. Au Black Friday, tu trouveras la Garmin de 2022 qui était vendue 1000 €, tu la trouveras soldée à même pas 500 €, tu vas la trouver à 449. Et donc là, les gens se ruent dessus, achètent des milliers de Garmin et l'année suivante sort une nouvelle Garmin. Les gens se disent « Ah tiens, est-ce que je vais acheter la nouvelle Garmin puisque mon ancienne, pas… » En fait, la machine de Garmin, elle est bien différente des autres marques. Les autres marques, je pense qu'ils sortent une montre à ce prix-là, ils ont du mal à la vendre et donc au Black Friday et au solde, ils la soldent à ce prix-là. Garmin, ils sortent une montre à ce prix-là, ils la vendent bien
Ensuite, ils en sortent une à ce prix-là, et celle-là, ils la soldent à ce prix-là, et elle se vend extrêmement bien. C'est une machine, pour les autres marques, c'est imbattable. C'est imbattable. Et sur les réductions des Black Friday, le choix de réduction fait par Polar ou Suunto n'est, à mon avis, pas dû à la même raison que les réductions faites par Garmin. Sachant que cette masse de clients du Black Friday 2023, il y a des chances qu'en 2025, ils rachètent une Garmin pour renouveler leur Garmin. Ou si c'est pas en 2025, ça sera en 2026. Le clavier pour alors Anto qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de clavier pour répondre aux SMS. C'est vrai qu'il y a des. Alors là, je peux absolument pas te répondre parce que moi j'ai un iPhone, donc c'est réglé, on peut pas répondre. Ni par des messages préformatés, ni par des réponses tapées. Donc voilà, donc j'ai déjà utilisé effectivement le clavier sur Messenger. J'avais été surpris de son bon fonctionnement. Je pensais que l'écran de la montre serait trop petit pour que ça serait galère de taper les messages. En fait, bon, ok, faut taper 3 mots, quoi, hein, mais ça marche plutôt bien. Et j'avais peur de faire plein d'erreurs, mais en fait, c'est pas le cas. En fait, ce qui tue, c'est que tous les testeurs vont sortir un premier article de test ou une première vidéo du test de la montre XY quelques temps après la sortie. Et en fait, il n'y a pas grand monde qui fait une mise à jour au bout de 6 mois, un nouveau test au bout de 6 mois, un nouveau test au bout d'1 an, un nouveau test au bout de 2 ans. Et donc, quand des gens se renseignent en 2024 sur les fonctionnalités de la Fenix 7, en fait, il y a plein de tests qui sont plus du tout à jour. Moi, maintenant, je me suis mis à faire des vidéos pour les mises à jour. Alors, quand il y a des grosses mises à jour et des choses qui apportent vraiment des choses nouvelles, pour le sport, voilà, je fais des vidéos. Alors ça a deux buts, hein. Ça a un but pour les gens qui ont cette montre. Et ben, comme ça, je vous montre tout de suite. Regardez, pas besoin de chercher partout. À tel endroit, vous avez ça qui est nouveau. À tel endroit, vous avez ça, ça fait ça de plus. À tel endroit, maintenant vous avez le choix entre ça. Voilà. Donc ça a cet intérêt-là. Et l'autre intérêt, c'est qu'après cette vidéo, je l'intègre dans le test que j'ai fait sur mon blog. Donc il y a voilà, mes tests, ils font à peu près une douzaine font 10, 12, 14. Allez, pour une Fenix 8, ça sera 14 pages écrites, plus les photos. Et donc là, après, je rajoute un paragraphe mise à jour. Et là, je vous colle les vidéos de la chaîne YouTube dans le test de la Fenix 7. Ce qui fait que quelqu'un qui tombe aujourd'hui en 2024 sur mon test de la Fenix 7, il doit y avoir sûrement au moins 3 vidéos sur les mises à jour Garmin depuis la sortie de ce test. Mais en fait, il y a plein de sites internet qui ne sont pas mis à jour. Juste parce que ça demande beaucoup de temps en fait. Là, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, j'en suis à mon 180e test. Donc si en plus les montres, il fallait que je les sorte 2 fois pour les tester l'année où elles sortent et puis que je les reteste un an après, j'ai juste pas assez de temps, quoi. En fait, c'est le seul truc qui me limite dans ce que je crée, que ce soit les tests écrits, que ce soit les vidéos, que ce soit les photos sur Instagram. Ma seule limite, c'est pas tellement les idées, c'est pas tellement le budget ou quoi, c'est juste le temps. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Là, je vous disais en début de live, hein, je m'étais dit, oulala, avec le changement de l'interface, il faut que je refasse les vidéos de tous les réglages des profils sportifs, tous les réglages de la carto et de la navigation. Puis après, quand j'ai vu tous les menus, les choses qui avaient changé, je me suis dit, oulala, est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça? Parce que ça fait 2 vidéos de au moins 30 minutes. Donc quand je les tourne, ça fait plus que 30 minutes. Après derrière, ça fait beaucoup plus que 30 minutes pour le montage, pour couper tous les blancs, tous les manips dans les menus pour que ça aille plus vite. Parce que en fait, là, pour une vidéo comme ça, je suis sûr que je vais tourner 1 heure de vidéo et puis je vais couper toutes les manips dans les menus pour aller être un peu direct et vous épargner les 50 manipulations de boutons pour faire retour en arrière, start. Bon. Alors Julien qui demande si Suunto va développer Pace Pro et les cartes routables. Pace Pro, je pense pas. Pace Pro, c'est une fonctionnalité Garmin, hein, et donc il ne faut pas croire que parce que Garmin sort Pace Pro, toutes les autres marques vont se mettre à faire un Pace Pro. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas qu'elles fassent ça.
moi je trouve plus intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien la façon dont travaille Polar. Polar, ils développent leurs algorithmes, ils ne cherchent pas forcément à copier les autres. Alors, bah, du coup, forcément, hein, c'est c'est moins populaire, c'est moins connu. Mais moi, je me dis, heureusement que, que toutes les autres marques, Polar, Coros et Suunto, ne se contentent pas juste de copier les nouveautés sorties par Garmin. Ce serait juste horrible en fait. Parce qu'au lieu d'avoir de la concurrence et quatre marques, en fait on aurait quatre marques qui font la même chose. Enfin non, juste avec trois marques qui feraient la même chose mais avec du retard. Et après il y aurait juste le prix qui change. Bon bah, c'est quand même pas top quoi. Alors que là, ce matin j'ai répondu à quelqu'un qui me demandait quelle marque je recommanderais pour du suivi de sommeil. Demain je peux avoir quelqu'un qui me demande quelle montre je lui recommande pour faire telle et telle activité, quelle montre je recommande pour préparer tel objectif, atteindre tel perf. Voilà, mais au moins je réfléchis, j'ai le choix et j'oriente vers quelque chose de pertinent. Et donc il faut surtout pas. Bah, après, il y a des choses incontournables, hein. À un moment, le incontournable, c'était le lecteur de musique. Après, ça a été le GPS double fréquence. Après, ça a été la variabilité de fréquence cardiaque. Ça devient incontournable, mais c'est différent parce que ça, c'est lié à des nouveaux capteurs. Variabilité de fréquence cardiaque, c'était pas faisable pendant longtemps. Ça n'a pas été faisable avec le capteur cardio-optique. Et ensuite, Polar a été les premiers à mesurer la variabilité de fréquence cardiaque pendant le sommeil. Donc pendant l'analyse du sommeil, tous les matins, on avait la variabilité de fréquence cardiaque. C'est juste qu'il n'y avait pas le statut de variabilité de fréquence cardiaque. Et puis ensuite, ben, voilà, Garmin a lancé le statut de VFC. Et tous les autres ont bien vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'y intéressaient parce que ça donne une super indication sur la récup. Et donc là, ouais, toutes les marques se sont mis à faire un statut de variabilité de fréquence cardiaque. Donc ça, voilà, c'est lié à des nouvelles capacités de capteurs. Le jour où il y aura un capteur de glucose, un capteur de lactate, un truc comme ça, toutes les marques vont essayer de rapidement l'intégrer dans leur prochaine nouvelle montre. Et ça va rentrer sur le marché très rapidement. Par contre, de là à copier des algorithmes juste parce que ben voilà, Garmin a fait Pace Pro, on copie Pace Pro, bon, ça n'a vraiment aucun intérêt. Là, bah, si, alors, un algorithme comme ça qui s'est généralisé, par exemple, c'est Climb Pro. Climb Pro, c'est sorti sur Garmin. Après, il y a eu Hammerhead. Là, dernièrement, c'est Suunto qui l'a ajouté. Amazfit l'a fait avant Suunto. Donc ensuite Suunto. Et donc voilà, ça, petit à petit, ça va se généraliser. Mais Pace Pro, le score d'endurance, le score de montée, tous ces nouveaux trucs récents de Garmin, j'espère que ça ne va pas être copié par toutes les autres marques. Garmin et les casques à conduction osseuse. Alors là, franchement, j'ai été surpris que Suunto sorte ça. Je pense que c'est lié au fait que Suunto a été racheté par une boîte chinoise. Et donc, à mon avis, cette boîte chinoise devait produire des casques à conduction osseuse ou avait une filiale qui produisait des casques à conduction osseuse. Et donc, ils se sont dit, on a racheté Suunto, c'est une boîte européenne, et donc on va faire nos casques à conduction osseuse, on va les faire vendre, on va en faire une version spéciale qu'on va faire vendre par Suunto, comme ça on pénétrera le marché européen. À mon avis, c'est comme ça que c'est passé. Cela dit, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas juste des casques à conduction osseuse basiques, il y a vraiment des fonctions qui ont été développées pour une utilisation sportive, et donc voilà, même si je pense que ça s'est fait comme ça, je trouve que ça s'est quand même qu'ils l'ont super bien fait. Alors, est-ce que Garmin peut sortir ça? Je ne sais pas si ce serait vraiment intéressant pour eux en termes de nombre de ventes, en termes de marge. Je ne sais pas si là maintenant il y a quand même beaucoup de marques qui font des casques à conduction osseuse. Je ne sais pas quelle marge ils font dessus, si c'est intéressant ou pas. Je verrais peut-être plus Garmin sortir un brassard cardio-optique. Là aussi, on peut se demander pourquoi Garmin n'a toujours pas sorti un brassard cardio-optique, parce que c'est quand même super simple, hein. C'est le même capteur qu'au dos d'une montre, avec un élastique autour. Une liaison Bluetooth, une mémoire à l'intérieur, si on veut qu'elle fasse quelques trucs particuliers. Donc ça me semble quand même super simple à faire, et pourtant, ils ne l'ont jamais fait. Bon, Garmin, ils vendent leur ceinture plus cher que les autres, donc là aussi, ils se disent peut-être, bon, si c'est pour vendre un capteur cardio-optique à 80 euros, alors qu'en fait on arrive à vendre des ceintures à 130, est-ce qu'on a intérêt à faire un brassard cardio-optique? Ou est-ce qu'on a intérêt à continuer de vendre des ceintures à 130 euros?
Alors, le paramétrage de la partie audio des Phoenix 8. Alors, c'est pas forcément simple et surtout, moi, je trouve qu'il n'y a pas tout. Par contre, par exemple, vous voyez le guidage vocal quand on est en navigation, eh ben, on peut choisir le langage. On peut choisir si on veut être guidé en français ou en chinois. On peut choisir de ne pas avoir les indications turn by turn. On peut choisir de les avoir sur le haut-parleur ou dans le casque, mais on ne peut pas dire je ne veux pas d'indication orale. Je veux juste que tu m'affiches une flèche et une vibration et ça me suffit. Mais j'en ai marre de la gonzesse qui me parle. Ça m'intéresse pas. Non, moi je trouve qu'il y a un réglage qui manque. On dit des fois qu'il y a trop de réglages, c'est trop complexe chez Garmin. Et ben moi là pour le coup je trouve qu'il manque ça. Il manque le réglage de dire bon je veux les indications turn by turn, mais je veux pas que ça soit une voix qui me les indique. Alors Raph qui veut des promos au Black Friday sur l'Enduro 3 et la Phoenix 8, tu peux oublier. Non, au Black Friday, il y aura de la Phoenix 7, Phoenix 7 Pro, il y aura de l'Epix 2, Epix 2 Pro, mais il n'y aura aucune des nouveautés de l'UTMB qui sera... Là, il faut vous dire, hein, là, même aujourd'hui, alors je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais hier sur iRun, il n'y avait encore même pas toutes les versions de coloris des Phoenix 8. Je vérifie pour aujourd'hui. Ah si, ça y est, l'orange est revenu. Mais hier, il n'y avait que des noirs. Là, aujourd'hui, il y a une orange 47 mm, 43 mm, donc il y a du noir en 43 et en 47 mm, et il n'y a déjà plus aucune 51 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Phoenix 8, elle se vend. Ça veut dire que la Phoenix 8, il n'y a pas encore beaucoup de stock, donc c'est réparti dans tous les magasins, et donc chaque magasin n'a pas énormément de stock, mais voilà, il n'y aura pas de promo, hein, c'est mort.